Les sociétés d'électricité des pays de l'AES se sont concertées pour apporter une meilleure réponse à la fourniture d'électricité aux trois pays. La mise en place d'une centrale nucléaire commune est la solution proposée. Demain, 24 février, se tiendra un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Plusieurs dossiers chauds seront au menu de ce sommet. Le président Macky Sall s'est adressé aux Sénégalais hier lors d'un entretien avec la presse. Il a donné des précisions quant à la tenue de l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations sur TM1. Le lancement du processus budgétaire 2025 le 22 février dernier à Bamako fut l'occasion d'aborder plusieurs points importants concernant le financement du développement au Mali, les enjeux et perspectives de ce financement avec Paul Yapinguesson. Il est essentiel d'explorer les différentes sources de financement potentielles et de définir une stratégie pour piloter efficacement le développement du pays en rapport avec le dernier recensement de la population et de l'habitat du Mali. Le développement d'un pays se fait par les personnes et pour les personnes. Le recensement aide à mieux cibler les postes de dépenses et de mieux orienter les politiques de développement et les investissements publics et privés au Mali. Le soutien politique est crucial pour la mise en place de ce cadre de financement intégré afin de renforcer l'adhésion des partenaires au développement. Pour cela, selon le ministre de l'Économie et des Finances, il faudra maîtriser l'inflation économique. L'inflation qui demeure maîtrisée devrait se maintenir en dessous de la norme communautaire de 3% grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole. Pour ce qui concerne les premières estimations de l'exécution budgétaire en 2023, la mobilisation des recettes fiscales ressort assez satisfaisante avec un taux de pression fiscale qui se situe à 14,7 du PIB contre une prévision de 14,6. Pour le chef de file des partenaires, il est important d'investir dans des secteurs pour exploiter le dividende démographique du Mali. Et en cohérence avec la vision Mali 2063, il est primordial que le budget de l'État joue un rôle crucial dans la création des conditions favorables à l'exploitation du dit dividende démographique au Mali. Ceci passe notamment par des investissements significatifs dans des secteurs clés que l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes, en particulier les femmes. Si des investissements et des financements dans ces secteurs sont essentiels pour garantir un contrat social équitable basé sur la réconciliation, la paix, la stabilité et la prospérité, il faudra une politique budgétaire responsable qui tienne compte de ces enjeux. L'exercice 2025. Les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d'une politique budgétaire responsable, malgré un regain de la croissance du PIB réel. À cet effet, la politique budgétaire vise un objectif de déficit de 3,6% du PIB en 2025, compte tenu de nombreux engagements du gouvernement, notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité, mais aussi compte tenu de l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base pour de meilleures conditions de vie des populations. L'objectif principal est d'élargir et de sécuriser davantage la mobilisation des ressources internes, ainsi que de poursuivre la création de lignes budgétaires afin d'intensifier les efforts en vue d'atteindre les objectifs de développement durable ODD au Mali, afin également d'orienter de manière optimale les politiques de développement au Mali. Les pays de l'AES veulent être autonomes en énergie. Pour cela, ils ont décidé de mutualiser leurs efforts. On en sait plus avec Paul Yapinguesson. Cette rencontre, première du genre, avait pour thème « Quelle stratégie pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'AES en énergie électrique ?» La société d'électricité des pays de l'Alliance des États du Sahel était en atelier à Ouagadougou du 20 au 22 février 2024. Il s'agissait pour les techniciens d'EDMSA, de la Nigélec et de la Sonabel de peaufiner des stratégies de sécurisation de l'approvisionnement des pays membres en énergie électrique. Comme vous le savez, la question énergétique occupe une place importante dans les politiques au niveau de ces trois États. Donc il était de bon ton pour nous de leur d'abord rappeler ceci en tant qu'élément essentiel pouvant permettre à nos différents États d'asseoir leur développement.
La présente rencontre des sociétés d'électricité des pays de l'Alliance des États du Sahel sur les stratégies de sécurisation et de l'approvisionnement des pays membres se veut un cadre d'échange, de réflexion et de partage d'expériences entre les trois sociétés qui vivent quasiment les mêmes réalités, selon Souleymane Ouedraogo, le directeur général de la SONABEL. Présente rencontre de concertation des sociétés nationales d'électricité des pays de l'Alliance des États du Sahel sur les stratégies de sécurisation de l'approvisionnement des pays membres se veut un cadre d'échange, de réflexion et de partage d'expériences entre trois sociétés sœurs qui vivent quasiment les mêmes réalités. La réunion de Ouagadougou est l'occasion pour nous de faire le point sur nos potentialités et nos atouts afin de bien jauger nos forces dans la marche vers un horizon énergétique plus sûr. À l'issue des 72 heures de travaux, les experts en électricité des trois pays de l'Alliance ont défini 2 axes stratégiques. Le premier porte sur la valorisation des ressources endogènes. À ce niveau, il s'agira d'une part, selon les experts, de disponibiliser les sources de production à moindre coût et d'autre part, de renforcer et d'optimiser les capacités de production interne des pays de l'AES. Le second axe stratégique prône le développement des échanges d'énergie électrique. Pour ce faire, les experts proposent, entre autres à ce sujet, de mener une étude de préfaisabilité pour la mise en place d'une centrale nucléaire commune au pays de l'AES au plus tard le 31 décembre 2024, de créer une cellule de suivi et de coordination qui évoluera à moyen terme en un secrétariat permanent puis à long terme en une communauté électrique de l'AES. Je vous l'annonçais en titre, le Nigeria accueille ce samedi 24 février un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, une rencontre décisive pour l'avenir de l'organisation sous-régionale dans un contexte marqué par l'annonce du retrait des 3 pays de l'AES, notamment Djeneba Samaki. La CEDEAO est plongée dans une crise sans précédent depuis l'annonce fin janvier du Mali, du Niger et du Burkina Faso de leur retrait de l'organisation régionale. La région a également été secouée dernièrement par la décision soudaine du président Macky Sall de retarder les élections présidentielles au Sénégal, même si ce dernier a réajusté sa position depuis. Lundi, les militaires guinéens qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2021 ont décrété la dissolution du gouvernement et selon Africa Intelligence, ils manœuvrent pour essayer de faire prolonger la transition guinéenne qui doit normalement prendre fin cette année. Dans cette perspective, le huis clos entre les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO promet d'être intense. Levée des sanctions, libération de Bazoum, retrait de l'AES, l'avenir du franc CFA, renforcement de l'intégration avec un conseil de légitimité et de notabilité, les sujets ne manquent pas au menu de ces sommets extraordinaires. Certains chefs d'État sont favorables pour lâcher du lest face aux États de l'AES. En visite en Côte d'Ivoire, le 16 février dernier, le président togolais Faure Gnassingbé s'est ouvertement prononcé contre les sanctions dans l'espace sous-régional. Nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Quelques jours plus tôt, le président béninois Patrice Talon s'était lui aussi prononcé sur les retraits de l'AES de la CEDEAO. Devant les médias reçus au palais présidentiel, Talon n'a pas mâché ses mots. Il a indiqué, je cite, « Si j'ai aujourd'hui l'occasion de parler au chef d'État de la CEDEAO, je dirais que ça va trop loin, tout ça. » Selon le président Talon, la CEDEAO des peuples doit être préservée à tout prix car ses volets priment selon lui sur la CEDEAO politique et celle des élections. La dernière sortie concernant ces dossiers est celle de l'ancien président du Nigeria, Yakubu Gowon, seul père fondateur de la CEDEAO encore en vie. Dans une lettre ouverte adressée ce mercredi au président de la commission de la CEDEAO, Yakubu Gowon a appelé à lever les sanctions contre le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso. Rappelant les liens entre les peuples de la CEDEAO, Yakubu Gowon a également demandé à l'AES de reconsidérer sa décision de retrait de l'organisation. Le président de la commission de la CEDEAO,
Oumar Ali Touré a qualifié ces messages délivrés par M. Gowon de puissants. Il a par ailleurs soutenu que les dirigeants garderont à l'esprit ces messages de l'ancien dirigeant nigérian au cours de leur délibération. Les avocats du président nigérien, Mohamed Bazoum, renversé par un putsch le 26 juillet et retenu prisonnier depuis, ont demandé ce vendredi à la CEDEAO d'exiger sa libération, en application d'une décision de justice à la veille du sommet de l'organisation ouest-africaine. Selon eux, Mohamed Bazoum n'a jamais été présenté à un magistrat et ne reçoit aucune visite outre celle de son médecin depuis le 19 octobre 2023. Le président sénégalais Macky Sall quittera comme prévu son poste de président de la République le 2 avril prochain. L'annonce a été faite par lui-même dans un entretien avec la presse du pays sur fond de tension après le report du scrutin. Aminata Keita nous fait le point. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Le message est bien clair. Le mandat du président Macky Sall à la tête du Sénégal prendra fin le 2 avril 2024. Hier, dans un entretien avec la presse sénégalaise, le président a donné des précisions sur les derniers incidents qui se sont produits, notamment le report de la présidentielle et l'abrogation de cette loi par le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne les prochaines dates pour l'élection présidentielle au Sénégal, grande question à laquelle tous attendent une réponse. Le président a indiqué que la date dépendra du dialogue inclusif qu'il a annoncé. Ces concertations nationales se tiendront le lundi 26 et mardi 27 février avec les différents candidats à la présidentielle, les partis politiques, que ce soit de la majorité, de l'opposition ou des non-alignés, la société civile et les forces vives. Au sortir de ce dialogue, le président Macky Sall a spécifié qu'il appartiendra au Conseil constitutionnel de prendre le décret convoquant le collège électoral et fixant la nouvelle date des élections. Aussi, le président Sall s'est dit peiné et a condamné tous les communiqués internationaux appelant au respect de la constitution sénégalaise car pour lui, aucune loi du pays n'a été violée. Ça m'a fait de la peine parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Là, le Conseil a dit que ce décret était adossé à une loi qui elle-même est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc, nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable État de droit. Donc, pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse? Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir? Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. De l'autre côté, le président sénégalais Macky Sall s'est dit prêt à libérer plusieurs figures politiques arrêtées, notamment l'opposant Ousmane Sonko, incarcéré depuis fin juillet 2023, pour aller vers des élections apaisées. Au lendemain de cet entretien très attendu, les tensions ne semblent toujours pas apaisées. C'est-à-dire aujourd'hui, la tension n'est pas encore baissée. On ne connaît pas encore la date de l'élection présidentielle. Le président poursuit dans son dilatoire en disant qu'il va démarrer des consultations et d'ores et déjà, 16 candidats parmi les 19 ont dit qu'ils ne vont pas répondre à cet appel. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que même si dialogue il va y avoir, le président va parler avec des gens qui n'ont pas voix au chapitre. Certaines figures de l'opposition, notamment le collectif citoyen sénégalais Aar Sunu Élections, affirment que la présidentielle doit se tenir suivant le calendrier constitutionnel avec les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel, et ce avant le 2 avril. Ils ont également indiqué que le collectif comptait toujours manifester demain samedi. Un mot de culture dans ce journal. Vous avez été nombreux à prendre d'assaut le Ciné-Magique ex-Babemba hier pour l'avant-première de la série Krika, un volet du projet Aeouli de l'association Kiro sous la houlette de Bokari Tulienta. Krika dénonce plusieurs thématiques d'actualité dont la corruption, la mauvaise gouvernance et bien d'autres. Assitoumani Koulibaly y était pour TMA.
Après une bonne annonce qui avait planté le décor, l'attente a pris fin pour le public, désiré de découvrir cette nouvelle production. Krika est une série de 13 épisodes d'une durée de 13 minutes pour chaque. Krika est un sous-volet du projet Aewili, Levez-vous en français, dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes, femmes et hommes à la citoyenneté. Hier jeudi, une partie de la série compilée en forme de long métrage a été projetée. Anouchi, ça veut dire 1000 francs. Mais le contexte dans lequel nous utilisons Krika ici, c'est un peu le biais de la corruption. C'est à travers le biais de 1000 francs qu'on corrompt l'agent de police, l'agent au commissariat, à la mairie. Voilà, donc c'est un peu pour dénoncer tout ce laxisme-là et tout ce système. Une projection que le public a appréciée et salué les leçons qu'elle enseigne. Moi, j'étais vraiment ému, j'étais vraiment content. Les thématiques abordées sont d'actualité et c'est très important qu'une création cinématographique s'appuie sur ces thématiques-là. Film ni encouragement na public encouragement na parce qu'il y a comment min ka citoyenneté di meru ka attitude dugu sigitoro dugu sigika be kuma de kan. Moi je pense que même la mairie doit soutenir ce film là. La thématique proposée est du génie qui en quelques scènes retrace toute la problématique de la crise multidimensionnelle que le Mali traverse aujourd'hui. La mauvaise gouvernance politique, administrative, institutionnelle, c'est ce qui nous a menés là. Et des jeunes Maliens de tous ordres, de toutes couches sociales, se sont donné la main pour dire le changement est possible. C'est ce message qui a été partagé ici. Dans la série, nous retrouvons des visages bien connus comme les Biphénix, le comédien Yoro, Ali Matugola. Debeto King, l'artiste fait partie des acteurs principaux. Un premier grand rôle pour le rappeur qui se nourrit de cette belle expérience. L'objectif, c'est de montrer que n'importe qui peut s'engager dans sa communauté. De base, le shérif, c'est un garagiste et qui voulait rester loin de tout ça. Mais il a pris conscience, son ami l'a poussé à la réflexion, il a vu que lui aussi pouvait apporter quelque chose. Donc le vrai message, c'est ça, c'est que tout le monde doit contribuer au développement de sa communauté. C'est une première expérience et ça fait bizarre de se voir sur le grand écran. C'est cool, je suis content. J'ai eu la chance d'être bien entouré, d'être beaucoup appuyé. On avait hâte de voir comment ça allait se passer. Krika veut briser plusieurs tabous au sein de la société. L'objectif est de parvenir à un changement de comportement et surtout de mentalité, selon le réalisateur. Après la grande avant-première de ce jeudi, la série sera diffusée sur certaines chaînes. Selon M. Chulenta, des pourparlers sont déjà engagés. Et on termine ce journal avec une triste nouvelle. Adama Samasekou, ancien ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 2000 et porte-parole du gouvernement de 1997 à 2000, médaille d'or de la France des arts et des lettres à titre étranger, est décédé ce vendredi 23 février 2024. Il venait d'être nommé par le président de la transition au comité de pilotage du dialogue intermalien. Viscéralement convaincu et confiant en l'avenir de l'Afrique, le continent qu'il chérissait tant, il disait il y a peu, je cite, « Lorsqu'un État ou un groupe d'États prennent des décisions courageuses et posent des actes concrets allant dans le sens d'un fédéralisme viable, le mouvement fédéraliste africain doit saluer et encourager cet événement. » Les peuples africains sont debout et rien ne les empêchera de conquérir leur pleine souveraineté et de réparer leur dignité. Les jeunes Africains l'ont compris, l'Afrique doit s'unir maintenant. Fin de citation. Les obsèques de M. Samasekou sont prévues ce dimanche 25 février à son domicile à Faladje. Allah Subhanahu wa Ta'ala l'accueille dans son paradis Firdaus. Point final donc à ce 19:45. Merci de votre constante fidélité. Bon week-end à toutes et à tous.